Avec Bricomarché, les mousquetaires du bricolage. Et France Télécom, partenaire technique du Tour de France. Mercredi 3 juillet 1996, précisément 11 h du matin, le soleil est sur le Tour et un Français est en jaune. Bienvenue à Soissons, bonjour à tous, je suis ravi de vous y retrouver. Capitale de l'Aisne, ville d'un peu plus de 50 000 habitants, le grand témoin du jour de ce mercredi, Jean-Claude Dreyfus, bonjour. Bonjour Pascal, vous avez vu, le grand témoin c'est moi, je suis en jaune. Oui, oui, vous êtes super, vous avez des petits pins pour la lutte contre le sida, un autre pin sur des cochons, vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Et ça c'est l'ASF, c'est une association des sclérodermiques de France, des gens qui sont au début de l'étape que j'ai fait hier près d'Arras. Très bien, vous nous raconterez aussi cette journée d'hier que vous avez vécue dans la caravane du Tour. Vous avez de magnifiques lunettes, un magnifique monument juste derrière nous, c'est l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes. On parlera beaucoup d'archéologie aujourd'hui. On a des archers aussi qui vont opérer durant toute cette émission, si je puis me permettre l'expression. C'est la compagnie des Arcs de Soissons qui date de son origine. Elle est de 1825. Un comédien, chanteur, metteur en scène qui connaît bien cette région. Oui, parce que j'habite dans cette région. Oui. Vous voyez, je me sers du vase pour en faire un. D'accord. Et le fameux vase de Soissons que je voudrais d'ailleurs vous inviter tout de suite à détruire sur ce petit rebord. Oui, bien sûr. Une dernière fois. Et puis tout à l'heure, on racontera l'anecdote du vase de Soissons. Et je garde ça avec moi. Alors. Voilà, et vous garderez un petit souvenir, vous allez voir, c'est pas du tout volumineux, c'est pratique comme tout dans les poches de costume. Pas tout à fait dans cette partie de... Oui. Ici, je sais, je viens d'apprendre qu'on était dans l'Aisne. Moi, je suis dans l'Oise. Vous êtes plutôt dans l'Oise. Beauvais, dans la boutonnière de Bray. Du côté de Beauvais, en plus, ça a été un véritable choix de votre part d'aller vous installer dans cette région. Ah oui, tout à fait, parce que je suis né à Paris, mais c'est une région vallonnée, très belle, très verte. Et moi, j'aime quand c'est gras, quand c'est vert, et quand l'herbe pousse. Et quand ça sent bon, la France du terroir que l'on aime tous. Et le foin, oui. N'est-ce pas? Impossible en tout cas de venir à Soissons sans évoquer ce cher Clovis dont le baptême cette année 1500 ans, on aura l'occasion d'en reparler. Notre journaliste David Plonchelet nous raconte tout presque sur notre camarade Clovis. Clovis et Soissons, c'était il y a 1500 ans, mais ici les siècles passés n'ont rien effacé. Le fondateur de la monarchie française a marqué la région de son empreinte royale. Pour beaucoup, c'est ici que la France chrétienne a vu le jour. C'est ici que Clovis a pris en main la destinée de ce qui deviendra la France. Alors nous sommes ici à Juvigny, village d'origine romaine. Ces bornes milliaires qui marquaient les distances sur les routes romaines témoignent encore de ce passé antique. Toute la région du nord de la Gaule était très fréquentée, notamment par les armées romaines, donc les routes étaient en très bon état. Et c'est ici que s'est mis le dernier général romain, et c'est à Soissons qu'il a fait sa capitale, à la fin de l'Empire. Et donc tout naturellement, Clovis, quand Clovis a voulu venir battre et envahir la Gaule, c'est à Soissons qu'il est venu défier le dernier général romain. Et on suppose, traditionnellement, on admet que la bataille de Soissons a eu lieu dans les environs de Juvigny. Et c'est donc là que Clovis a remporté sa première victoire, qui lui a permis de conquérir ensuite toute la Gaule. Clovis est un fin politique. Pour asseoir son règne, il doit obtenir l'appui de l'Église. En 496, le roi païen choisit de se faire baptiser à Reims. On connaît mal cette période et la date du baptême sera toujours sujet à caution. Mais il est certain quand même que dès la bataille de Soissons, dès 486, dès l'épisode du vase, l'intention, le geste de Clovis qui consiste à rendre un vase à l'Église, probablement à Saint-Remy, témoigne quand même des liens et du désir de Clovis d'être au mieux avec le pouvoir chrétien qui était en Gaule fortement implanté. Et ici, à Soissons, les descendants de Clovis ont poursuivi son œuvre. Alors, nous sommes dans la crypte de Saint-Médard. C'est le plus vieux monument chrétien du département. Il est daté en grande partie, l'essentiel de la maçonnerie date du IXe siècle. Mais la fondation même de l'abbaye est plus ancienne. C'est une fondation mérovingienne. Et cette abbaye de Saint-Médard a vraiment été un mausolée dynastique mérovingien. 2 rois ont été enterrés ici, Clotaire, donc fils de Clovis, ainsi que Sigebert, qui a terminé l'abbaye mérovingienne et qui s'est fait enterrer près de son père également. Ça témoigne quand même des liens intimes du Soissonnais avec les familles régnantes mérovingiennes. Clovis a marqué la France de son empreinte. Pourtant, dans le tumulte de la grande histoire, beaucoup n'ont retenu que l'anecdote, le célèbre épisode du vase de Soissons.
Du mythique objet, plus de traces aujourd'hui. Certainement fabriqué en métal, il a probablement été refondu par la suite. Mais vase ou poignard, le musée de Soissons a conservé de cette époque quelques beaux spécimens. Alors ça, c'est une épée dont le pommeau est à tôle d'or. C'était trouvé à Arcis-Saint-Restitut, près de Soissons. On connaît 17 exemples de ce type d'épée à l'époque mérovingienne, dont 4 en France. Donc l'une d'elles a été trouvée près de Soissons. C'est strictement contemporain de Clovis. Et donc certain que le personnage qui s'est enterré avec cette épée a serré la main de Clovis. C'est vraiment contemporain, c'est vraiment un compagnon de Clovis. Combattre et triompher fut tout mon entretien. J'acquis les noms de grand, d'heureux, de redoutable. Mais ces titres d'honneur n'ont rien de comparable aux titres glorieux de premier roi chrétien. Voilà, nous continuons notre balade en compagnie de Jean-Claude Dreyfus. Vous avez vu l'hirondelle là, dans l'abbaye de Saint-Jean-des-Vignes, oui, une hirondelle qu'on aurait peut-être pu comparer aussi à une chauve-souris. Certainement une hirondelle. Elles sont pas encore reparties. Vu l'époque, est-ce que vous aviez pronostiqué la victoire de l'Allemand Zabel hier au sprint devant Cipollini et le Français Moncassin? Non, pour vous dire la vérité, j'avais pronostiqué que c'était un sprinter. Oui. Mais les noms, je les connais pas bien, à part. Ce qui était plutôt bien vu de votre part. Talon aiguille. Cipollini, Moncassin, Frédéric Moncassin, qui en plus est porteur du maillot jaune aujourd'hui. Voilà, tout de même. C'est en son honneur que j'ai mis mon costume jaune. N'est-ce pas? Vous êtes complètement raccord. En tout cas, nous, on a un concours de pronostics. Hier, c'est Laurent Keva qui l'a emporté. Il habite Saint-Ouen-l'Aumône, en région parisienne. Installez-vous ici, mon cher Jean-Claude, n'hésitez pas. Donc, ce camarade Laurent Keva, eh bien, il a gagné un VTT, comme chaque jour. Aujourd'hui, si vous pronostiquez le vainqueur de cette étape qui va à Madine, 36 68 20 20, ou le 36 15 code France 3, il y aura de nouveau un VTT à gagner. Voilà, je vais m'avancer un petit peu, on va s'installer comme à la maison et on va accueillir, ou plutôt on va se faire accueillir justement par Emmanuel Bouquillon. Madame le député maire d'Amiens, bonjour. De Soissons. De Soissons. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Amiens. J'ai dit Amiens. J'étais sûr qu'on allait passer un délicieux moment ensemble, mais effectivement, ça commence bien. Hein, on vous l'avait pas faite celle-ci, je suis sûr. Hein. Pas encore. Eh bien ouais, comme ça vous permettra de vous souvenir de moi. Ex-chef d'entreprise, maire depuis 1995. Jean-Claude se balade depuis le début de l'émission avec cette réplique. Rentrer chez moi en faisant une boucle d'oreille. Oui, c'est ce que j'avais imaginé. Ou plutôt en technique. Un peu lourd peut-être, non? Non, mais j'ai les oreilles et les lobes solides. J'imaginais plutôt en technique piercing, c'est-à-dire juste dans le nez ou alors peut-être sur le nombril. Vous savez que cet endroit est magnifique. Je ne sais pas s'il y a un festival ici de théâtre, parce que je pourrais jouer le bourgeois gentilhomme ici. Le cadre s'y prête. J'ai déjà le fauteuil, la table. C'est vrai que c'est un endroit absolument exceptionnel. Il y en a d'autres dans Soissons. Ville d'art et de culture. Voilà, art et histoire, 2000 ans d'histoire, comme on dit souvent. Et effectivement, le patrimoine de cette ville est extraordinaire. Il n'y a pas de festival de théâtre ici? Il n'y a pas de festival de théâtre, mais on peut peut-être faire ça. Il faut y penser un jour. Oui, absolument. Le vase de Soissons, c'est une anecdote en fait, mais le grand public ne retient que ce vase, pratiquement. Oui, mais ça participe à la renommée de Soissons. Moi, j'en suis plutôt heureuse. C'est vrai que c'est une anecdote et on ne connaîtra jamais exactement la vérité. Mais c'est une anecdote importante. C'est cette anecdote? Eh bien, a priori, le vase aurait été volé à l'évêque Rémy, qui, au moment du partage du butin, a demandé à Clovis de lui restituer ce vase. Clovis ayant la volonté de se faire bien voir de l'Église catholique de l'époque, il n'était pas encore baptisé, a promis à l'évêque de lui restituer le vase. Et il a demandé à un de ses soldats, puisque les lots étaient tirés au sort entre les soldats, de lui échanger ce vase contre autre chose. Le soldat n'a pas voulu et a cassé le vase. Mais il paraît que le vase n'a pas été cassé parce qu'il était en métal, en or. Il n'a pas été cassé en fait. Voici donc. On va essayer de le reconstituer, on va revenir en arrière et le reconstituer. Voilà, on va demander à Georges Ferraro de repasser la bande en arrière et de nous ressortir le vase de Soissons. Justement, Soissons, carte postale, signée David Ponchelet, avec Jean-Claude Dreyfus et Emmanuel Bouquillon. Allons-y. Soissons a traversé les siècles, témoignage de son riche passé, l'architecture incroyablement variée que l'on découvre à travers la ville. L'histoire de Soissons commence il y a 7000 ans. À l'ère néolithique, les premières communautés sédentaires, les premiers paysans vécurent dans les environs. Aujourd'hui encore, la vallée de l'Aisne n'en finit pas de dévoiler ses trésors archéologiques. Soissons entretient également un riche héritage religieux.
Vaisseau amiral, au cœur de la ville, la cathédrale gothique Saint-Gervais, construite au XIIIe siècle. Nouvel édifice, autre rendez-vous avec l'histoire de France. Cette fois, c'est ici qu'il y a 1500 ans, Clovis gagna la bataille contre le dernier seigneur romain. Le jeune roi des Francs fera de Soissons sa capitale. Clovis, la France, Soissons, mais aussi le vase, une histoire gravée dans la pierre et dans le cœur des Soissonnais. Carte postale donc sur la ville qui accueille l'émission Autour du Tour. Aujourd'hui, le Tour de France, la caravane du Tour de France. Je veux bien sûr parler de Soissons, gravé dans le cœur des Soissonnais. Madame le maire, vous avez quelque chose à rajouter à cette carte postale sur votre ville? Soissons, effectivement, c'est une ville d'histoire. Soissons, c'est aussi une terre de bâtisseurs, des bâtisseurs de cathédrales. Ce n'est pas la seule ville de Picardie où on est une très belle cathédrale, mais Soissons, c'est une terre de bâtisseurs. Et je crois que c'était vrai dans le passé, c'est vrai aussi dans l'avenir. La pierre est très importante ici, et elle traduit en fait ce côté vraiment bâtisseur. Cet attachement au bâtisseur. Cet attachement au concret, à la terre. Je vous ai entendu dans quelques médias ces jours derniers où vous affichiez aussi une véritable passion pour le cyclisme. Complètement, c'est vrai que... Pas seulement de circonstances, j'imagine. Non, Soissons accueille le Tour de France, mais on a aussi de grandes courses, Soissons-Borin et les 4 jours de l'Aisne, et puis à partir du mois de septembre, le départ de Paris-Bruxelles. Donc c'est une volonté forte. On parlait de vélo, on va continuer de parler de culture, puisque Soissons est au centre de ce qu'on pourrait appeler la Picardie gothique. L'exemple typique de cet art gothique, c'est cet endroit où nous nous trouvons, l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes, qui abrite notamment le centre d'archéologie. On aura l'occasion d'en reparler dans un instant. Un véritable chef-d'œuvre d'art gothique, justement. Au cœur de Soissons, la majestueuse cathédrale Saint-Gervais construite au XIIIe siècle, l'un des chefs-d'œuvre du gothique primitif. Véritable vaisseau amiral, 114 mètres de long, une hauteur sous voûte de 33 mètres. L'extérieur de la cathédrale porte quelques stigmates des nombreuses batailles que connut la région. Beauté extérieure, richesse intérieure, des vitraux du XIIIe siècle. Le transept nord abrite une œuvre de Rubens, l'Adoration des bergers du célèbre peintre flamand. Le transept sud, au dire de Paul Claudel, le plus beau gothique du monde. L'ancienne abbaye Saint-Léger, construite au XIe et XIIe siècle, elle abrite aujourd'hui les collections du musée de Soissons. De l'origine, il ne reste que 2 des 4 galeries. En 1567, l'abbaye fut pillée et partiellement détruite par les calvinistes. Le chœur et le transept, architecture gothique du XIIIe siècle. Voilà, l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes où nous nous trouvons aujourd'hui en compagnie de Jean-Claude Dreyfus. Vous ne connaissiez pas Soissons, mais vous avez l'air d'être sensible. Hein. Ah non, mais c'est très beau. Il vient de dire au dire de Paul Claudel, mais du Claudel serait magnifique dans ses murs. Oui, oui. Et Emmanuel Bouquillon, vous êtes député maire. Je pense vraiment qu'il faut que vous fassiez en direct une promesse à Jean-Claude Dreyfus, comme quoi vous allez organiser à échéance 2 ans un festival de théâtre dans cet endroit, parce que sinon il ne va pas vous lâcher, je vous préviens. Nous venons en aparté d'en parler, mais effectivement c'est une excellente idée. Nous avons néanmoins, il faut le dire, un certain nombre de travaux de sécurité à réaliser dans cet édifice. On ne pourra faire un festival qu'après ces travaux. Comme ça, on a le temps d'y réfléchir pour savoir ce qu'on va faire. Complètement. Voilà. Et ben voilà, chers amis téléspectateurs, comment naît un festival de théâtre, tout simplement, autour d'une petite table comme ça, lors d'un direct. Emmanuel Bouquillon, merci beaucoup d'être venu nous rejoindre dans cette émission Autour du Tour. La région de Soissons est un véritable gruyère. Des dizaines et des dizaines de carrières sont encore exploitées. Nous allons partir à Noyant, à un petit peu moins de 10 km de Soissons, pour un reportage que nous devons à notre camarade David Ponchelet. Des carrières comme celle-ci, la région de Soissons en compte plusieurs dizaines, seules 3 sont encore exploitées.
De ce dédale sont sortis pierre à pierre tous les monuments de Soissons, la cathédrale, les abbayes Saint-Jean-des-Vignes et Saint-Léger. Ici, à Noyant, depuis le XIIe siècle, à 20 mètres sous terre, les hommes extraient la pierre. Malgré la poussière et l'obscurité, ils connaissent par cœur ces galeries qui, mises bout à bout, forment un labyrinthe de 45 km. La qualité de la pierre de Noyant permet de nombreuses utilisations dans la France entière. La pierre est utilisée dans le cadre de la restauration pour remplacer les pierres qui sont abîmées, qui ont été abîmées par le temps, et refaire ce qu'on appelle une réhabilitation ou une restauration de ces monuments. Et dans le domaine du bâtiment neuf, c'est pour construire des bâtiments en pierre pleine, des immeubles résidentiels, puisque ceux qui achètent des appartements aiment avoir des appartements en pierre de taille. 8 blocs de 11 tonnes comme celui-ci sont extraits quotidiennement puis lentement ramenés à la lumière. Là-haut, à l'usine, d'autres machines, d'autres hommes les attendent. Débités, taillés, meulés, tronçonnés, chacune des pierres va prendre sa forme finale. Le village de Sémont, à quelques encablures des carrières, abrite un donjon du XIIe siècle et un pavillon Renaissance, ancienne résidence des évêques de Soissons. Ce monument que Victor Hugo, de passage dans la région, rêvait d'acheter, est en rénovation depuis 5 ans. Avec les pierres de la carrière, d'anciens chômeurs lui redonnent vie dans la grande tradition du Soissonnais. La pierre fait partie du vécu des habitants de Sémont, puisque à l'origine, tous les habitants de Sémont travaillaient dans les carrières de pierre l'hiver et à l'extérieur l'été. Et je crois qu'effectivement, Sémont est le pays de la pierre. Le travail de la pierre, les Soissonnais l'ont dans le cœur et dans le sang. La tradition, aujourd'hui encore, se perpétue. La pierre de Noyant se travaille sous toutes les formes. 60 heures de labeur pour ce manteau de cheminée, une Diane chasseresse qui résistera aux outrages du temps. Jean-Claude Dreyfus, je voudrais maintenant vous présenter quelqu'un qu'on a aperçu dans le sujet qu'on vient de voir ensemble, qui s'appelle Jean-Marie Carré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Sepmont, qui a été évoqué dans le sujet. Vous êtes aussi et surtout fondateur de l'association des Amis de Sepmont. Oui. Oui, les Amis de Sémont, en fait, à l'origine des Amis de Sémont, c'est René Lucot qui était réalisateur à l'ORTF, qui a attiré notre attention sur le bijou qu'on avait dans notre village. Quand vous parlez du bijou, c'est cette carrière, justement. Non, c'est le donjon. C'est le donjon des évêques de Soissons. Mais évidemment, les carrières font partie du patrimoine. Participent au patrimoine. Exactement, puisque tous les édifices que vous voyez sur Soissons et dans la région ont été construits avec les pierres de Noyant et de Sémont. Quand on entend dans le sujet, d'ailleurs je crois que c'est vous qui le dites, quand on entend vous dire les carrières, elles font partie du vécu des habitants de cette région, c'est pas seulement une belle formule. Ah non, parce qu'il faut que vous sachiez qu'il y a une 50aine d'années, les gens étaient cultivateurs l'été et travaillaient la pierre l'hiver, c'est-à-dire ils extrayaient la pierre l'hiver. Et donc tous les gens de Sémont ont travaillé la pierre au siècle dernier. Il y avait d'ailleurs une carrière communale. Justement, ces pierres participent justement à la construction des monuments historiques, mais on m'a dit aussi que ça participait à la construction d'immeubles d'habitation. Oui. Il y a des HLM dans Soissons qui sont construits en pierre de Sémont. Pas des HLM, mais des résidences. Et sur Paris. Dommage d'ailleurs que ce soit des HLM. Exactement. Tout à fait dommage. Tant qu'à faire, autant de mettre de la belle pierre dans les HLM. Oui. Et d'ailleurs, la pierre de Noyant et la pierre de Sémont a été exportée, puisqu'il y a eu 15 000 m² qui ont été exportés au Japon l'an dernier. Dans cette émission, Jean-Claude, on s'aperçoit de l'attachement de tous les gens qu'on rencontre à leur région. Vous le vivez de cette même manière, cet attachement à la région de l'Oise à laquelle vous êtes très attaché, justement? Moi, je suis hyper attaché au pays de Bray et il y a des très belles bâtisses, il y a des très belles maisons. Et on est beaucoup plus briques et colombage de ce côté-là. Et c'est vrai que de votre côté ou dans le Vexin, on a beaucoup plus de très belles pierres. Mais moi, j'aime beaucoup la brique. C'est une chose assez populaire et c'est pas la brique de Toulouse, mais c'est une autre brique, mais au toucher c'est agréable aussi. C'est très beau la brique. On arrive à faire des bâtisses, c'est magnifique en brique et colombage. Et on refait du colombage d'ailleurs dans notre coin. Il y a des gens qui réapprennent à le faire. Oui. Jean-Marie Carré. Oui.
Et je dois dire également qu'il y a une caractéristique du Soissonnais, c'est les maisons à pas de moineaux. Je sais pas, à pas de moineaux. Pas de moineaux, oui. Vous avez des escaliers en pignon, et un peu ce que vous avez pu voir en Flandre si vous y êtes passé pas loin. Et ça, c'est une des caractéristiques du Soissonnais. Et d'ailleurs, le village de Sémont est très caractéristique. Et il a été épargné parce que à la guerre 14-18, toute la région a été bouleversée. Mais Sémont a été épargné parce qu'il était dans une vallée, ce qui l'a protégé. D'accord, donc les maisons à pas de moineaux, je ne connaissais pas. Merci en tout cas de nous l'avoir appris et merci beaucoup d'être venu nous rejoindre, Jean-Marie Carré. La région de Soissons foisonne de richesses archéologiques. Nous avons choisi de vous faire justement vivre et participer au travail d'archéologie sur le terrain. Reportage encore une fois, David Ponchelet, il a bossé, le garçon. Il y a 7000 ans, ces hommes furent les premiers paysans du Soissonnais. Ces squelettes ont été découverts il y a 25 ans à Cuiry-les-Chaudards, des Berry-au-Bac, deux sites archéologiques de référence de la vallée de l'Aisne. Mis en terre dans la position du fœtus, parfois accompagné d'enfants ou parés de bijoux, ils témoignent de la richesse archéologique de la région. Malgré des dizaines d'années de fouilles, les abords de Soissons n'ont pas révélé tous leurs secrets. Nous sommes ici à Limay, dans la vallée de la Velle. Nous sommes en train de surveiller un site en cours de décapage qui concerne environ 7 hectares cette année. Ici, vous êtes sur un site gaulois assez ancien qui date d'environ moins 400 avant Jésus-Christ. Donc ici, nous enlevons entre 30 et 50 cm de limon, de terre arable et de limon, pour découvrir les structures archéologiques. Ces structures, ces découvertes archéologiques sont ainsi sorties de terre avec précaution et précision. L'emplacement du moindre fragment d'objet est soigneusement consigné. Le plus petit détail donne du grain à moudre aux archéologues. Alors là, vous voyez, c'est un fragment de panse de vase. Ce fragment va nous permettre de reconstituer la forme générale du vase, puisque nous avons le bord et que nous connaissons suffisamment la céramique de cette époque pour le restituer complètement, ce qui constituera une forme archéologique complète. Il arrive que le miracle ait lieu, les morceaux du puzzle parfois s'assemblent. C'est ici au sein du centre archéologique et du centre d'études des peintures murales romaines situé dans l'enceinte de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes que commence le long travail d'études. Le temps et la patience guident les archéologues. Parfois les études ne peuvent pas se faire tant que le site n'est pas totalement cerné, pas totalement fouillé. Ces objets sont sortis vers 1972 et aussi nous avons une très grosse quantité de matériel à traiter, à étudier, puisqu'à ce jour nous avons quantifié 1 million d'objets archéologiques donc sortis depuis le début des fouilles de la vallée de l'Aisne. Et c'est au musée de Soissons, au cœur de l'abbaye Saint-Léger, que sont exposées les découvertes archéologiques les plus significatives. Du néolithique au Moyen-Âge, en passant par l'ère gallo-romaine, ces céramiques, ces armes, ces outils ont traversé les siècles. Jean-Claude Dreyfus, si vous en avez envie, mais seulement si vous en avez envie, je vous propose qu'on continue de parler d'archéologie maintenant. Oui. Avec, et justement à ce propos, je voudrais vous présenter Sheila Bonde, bonjour, et Dominique Roussel. Bonjour à vous deux. On avait donc envie de continuer avec vous de parler d'archéologie. Dominique Roussel, vous êtes conservateur du patrimoine au musée de Soissons. Jusqu'ici, je ne me trompe pas. Et je crois en plus que vous n'êtes pas originaire de la région, mais que vous avez voulu absolument être en poste ici. Eh bien, j'ai connu Soissons justement par sa richesse archéologique, puisque j'avais travaillé sur des peintures murales romaines qui sont étudiées et restaurées à Soissons, dans un centre national qui dépend du CNRS, qui se trouve sur Saint-Jean-des-Vignes aussi. Et le centre départemental d'archéologie qui est à côté de nous, qui est le centre de plusieurs équipes de recherche archéologique qui travaillent dans la vallée de l'Aisne et à Soissons. Parce que, alors justement, parce qu'on a quelques jeunes archéologues à côté qui sont en train de travailler. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que cette abbaye Saint-Jean accueille donc un centre de recherche, un centre d'archéologie qui fonctionne à l'année. C'est ça, toute l'année. Il y a des fouilles dans la vallée de l'Aisne toute l'année. Et l'équipe américaine qui travaille spécifiquement sur Saint-Jean-des-Vignes fait une campagne de fouilles tous les 2 ans maintenant. Alors l'équipe américaine, elle est emmenée par Sheila Bonde. L'Amérique s'intéresse autant à l'archéologie ? Oui, beaucoup. Mais pour les médiévistes comme moi et mon mari, M. Mins, nous sommes venus ici dans une abbaye très riche. C'est la France qui nous attire.
Ça vous est arrivé, Jean-Claude Dreyfus, dans votre enfance ou adolescence, il y a quelques semaines, de participer à des travaux archéologiques comme ça? Non, parce que je crois que j'aurais pas la patience. Ça m'énerverait vraiment de gratter la terre, mais je crois que c'est vraiment un goût. Mais moi, je voudrais poser une question. Pourquoi vous faites un trou là plutôt qu'ici? Oui, voilà. Oui. Ah bon? C'était placé là-bas pour bien trouver les tracés des murs du dortoir. Vous avez tracé donc déjà auparavant de l'ancienne bâtisse. Et normalement, ils sont susceptibles de trouver quelque chose. Qu'est-ce qu'ils risquent de trouver? Le petit morceau du vase qui manque là? Pas comme ça. Peut-être plus profond. Plus profond, oui. Mais on a des tracés des sols. Il y a un sol de circulation, un niveau de circulation. Les murs du dortoir qui a passé tout autour d'ici. Et qui était sur le premier étage, effectivement. C'est un sondage préliminaire qui permet de repérer un mur et dans 2-3 jours, on attend que vous soyez passé. Et pour ensuite faire un trou ici. Avec une pelle mécanique là, pour avoir toute l'étendue du bâtiment. Dominique Roussel, c'était programmé samedi, mais en fait, vous avez eu la gentillesse de le décaler. On parle du travail d'archéologie. Jean-Claude tout à l'heure faisait référence au fait du petit boulot comme ça, très minutieux. Moi, je parle d'un travail de fourmi. Je voudrais qu'on parle aussi de l'émotion d'une découverte. Ah oui. Parce que ça doit être quelque chose, on risque peut-être de les entendre crier d'un moment à l'autre. Ça dépend. Tout dépend de leur manière de s'exprimer. C'est une découverte vraiment exceptionnelle, mais ça, dans la vie d'un archéologue, ça n'arrive pas souvent, ça n'arrive pas tous les jours. Dans votre vie? Oui, dans ma vie. Oui, ça vous est arrivé? Oui, c'est arrivé de trouver Le vase, par exemple, vous ne l'avez pas trouvé? Alors, le vase, on en a trouvé à peu près 300 à Soissons. C'est une découverte importante, même si on n'a pas poussé les cris de joie en la trouvant, parce que ce n'était pas très spectaculaire, mais c'est la première fois qu'on trouvait un four de potier de l'époque mérovingienne à Soissons. Et qui, bien sûr, vous l'avez évoqué tout à l'heure, fait référence immédiatement au vase. Donc c'était la première fois qu'on pouvait avoir un ensemble complet de céramique mérovingienne qui datait de l'époque de Clovis. Et comme vous voyez, le vase qui est là un vase de Soissons authentique, même s'il est cassé. Celui-ci, c'est un vrai. Hein, ça, c'est un vrai vase de Soissons, mais ce n'est pas le vase de Soissons. Je trouve que vous le manipulez, dites-moi. Hein, c'est pas fragile. C'est de la céramique, hein, c'est solide, même si... non, mais c'est vous le spécialiste. Recollé, voilà. Et vous, Sheila, qu'est-ce que vous espérez découvrir? Ici, cet été, nous allons mise au jour la suite du dortoir et aussi le bâtiment des latrines de ce côté. Il y a aussi une suite d'un aménagement d'eau que les chanoines ont été faits pendant le XIIIe siècle. De l'autre côté de ce mur, il y a aussi une salle privée de l'abbaye qui a eu un carrelage très beau, émaillé, et nous sommes en train de fouiller en dessous de ça. L'abbaye Saint-Jean, un endroit riche au sens noble du terme. Sheila Bond, Dominique Roussel, merci beaucoup. Jean-Claude, Soissons et la baie de Somme ont été le théâtre de batailles sanglantes lors de la guerre de 14-18. Ce reportage de nos camarades de Faut pas rêver sur le chemin des dames nous plonge dans l'univers de la guerre sous fond d'histoire d'amour. Sur cette butte-là, il n'y avait pas de gigolette, pas de marlou ni de beau muscadin. Assez loin du moulin de la galette et de Paname qu'est le roi des patelins. Ce qu'elle en a bu du beau sang cette terre, sans d'ouvriers, sans de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on ne tue que les innocents. La butte rouge, c'est son nom. Le baptême se fit un matin où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. 18 décembre 1917, 3 heures du matin. Chère Mathilde, tout est calme dans notre carrière souterraine. Trop calme. Tu sais, ce calme dont je t'ai déjà parlé. Ce calme angoissant avant la tempête, comme disent les marins. Oh, je ne fais aucune illusion, cette quiétude ne va pas durer longtemps. D'ailleurs, une alerte au gaz a eu lieu hier soir, vers 11 h. Mais la nappe est tombée plus loin, chez des copains.
J'étais sorti de ce trou à rats pour respirer un peu autre chose que la fumée et l'odeur de moisissure qui flotte en permanence dans cet immense abri. Deux Bretons qui savent jouer du canif ont essayé de décorer leur coin en taillant dans la craie tendre des têtes de femmes et un bateau sur lequel l'un d'eux naviguait encore il y a quelques mois. C'est assez réussi, mais moins artistique que la chapelle que nous avons trouvée là, après le départ des Boches. J'avais déjà vu un hôtel semblable, taillé par des poilus de chez nous, dans un cantonnement du Soissonnais. Même le général de la division est venu admirer la chapelle hier. Il a dit à notre capitaine qu'il nous enverrait un aumônier dire une messe dimanche, dans la carrière. Les Boches ont eu tout le temps de tailler cette chapelle. Ils sont restés ici près de 3 ans. Dès le début de la guerre, ils ont réalisé l'aménagement de ces citadelles souterraines en un temps record, pour recevoir des compagnies entières. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'Aisne, les nôtres en étaient à creuser des boyaux, dans la boue. Mathilde, je te quitte en t'embrassant, toi et le petit. Le sergent vient de nous annoncer une attaque pour 4 heures du matin. Il paraît que c'est bon, pour l'effet de surprise. Beau reportage donc, que nous devons à nos amis de Faut pas rêver. Jean-Claude Dreyfus, on a le plaisir maintenant d'accueillir Annick Venet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du centre départemental du tourisme et justement ce reportage évoque cette période de 14-18, lieu historique, région historique qui participe aussi au tourisme. Tout à fait. En tant que présidente du comité départemental du tourisme, nous avons travaillé beaucoup sur le chemin de Dames, qui est un haut lieu d'histoire. Et qui ne se trouve pas à Verdun, en fait. Tout à fait. Souvent, l'erreur est faite. Nous situons le chemin des Dames auprès de Verdun. Et c'est une erreur très grave, parce que finalement, ce haut lieu d'histoire, qui est au cœur de l'histoire de France, c'est-à-dire situé au sein d'un triangle mystique qui est celui de Reims, Lens, Soissons, Trois-Villes d'Art et l'Histoire, est vraiment situé dans le département de l'Aisne. En fait, le chemin des Dames, c'est un chemin de crête qui surplombe la vallée de l'Aisne. Le chemin des Dames est un site historique et géographique très impressionnant depuis plusieurs siècles. La géographie est le phénomène qui a fait en sorte que ce lieu est devenu un site dramatique au cours de l'histoire. Donc c'est une crête qui va minimum jusqu'à 100-200 mètres de hauteur, qui parcourt une 50aine de kilomètres et qui fait un mur, un limès, qui fait en sorte qu'à chaque fois qu'il y a eu des combats, les personnes ou les soldats qui devaient monter au combat se sont fait, je dirais, tuer d'une façon qui était horrible par rapport à ce qu'on souhaitait de leur place. Donc finalement, oui, ce chemin des Dames est effroyable, mais ces 2 siècles d'histoire qu'il traverse font en sorte qu'il est au sein de l'histoire de France. C'est vrai, Jean-Claude, et moi le premier, je pensais vraiment que ce chemin des Dames se trouvait juste à côté de Verdun, enfin dans la périphérie de Verdun. Moi je ne savais rien du tout. Vous n'aviez jamais entendu parler de Verdun? Le chemin des Dames, pour moi c'est le chemin des Dames, mais non, je ne suis Verdun, mais je ne connais pas bien toute cette histoire, donc j'apprends. Oui. Le Tour de France m'apprend à apprendre. Oui, c'est merveilleux le Tour de France pour ça. On visite la France, on découvre son histoire, sa culture. C'est aussi le but d'autour du Tour. Annick Venet, mais merci beaucoup justement pour cette petite parenthèse historique dans l'émission. Antoine Lerat, lui et son équipe, eh bien, ont passé la journée d'hier avec un des hommes incontournables de ce Tour de France. Plus de 20 Tours de France à son compteur, si je puis me permettre l'expression. C'est le speaker officiel du Tour. Il s'appelle Daniel Manjas. Vous ne connaissez pas son visage, mais sa voix vous est certainement familière. Daniel Manjas est le commentateur du Tour de France, celui qui, à chaque étape, fait vibrer la foule de spectateurs. C'est mon 23e Tour de France, mais j'ai commencé tout petit. Non, j'ai 46 ans, donc j'ai passé la moitié de ma vie sur le Tour de France. La journée de Daniel commence sur un podium, au départ de la course. Profitant du passage des cyclistes à la signature, il y va de son petit commentaire. Car Daniel connaît tout des coureurs.
Je pense faire partie, sinon des amis, du moins des copains. Je dirais qu'ils ont une certaine confiance et je crois que c'est important. À quelques minutes du départ, notre homme s'éclipse. Il part devant tout le monde pour être le premier à l'étape suivante et ainsi pouvoir suivre l'évolution de la course. Je travaille de mémoire uniquement parce que j'ai toujours travaillé comme cela et puis comme je suis très désordre, donc il m'est plus facile d'entretenir ma mémoire que des fiches. Francis Moreau est un homme extraordinaire dans les derniers kilomètres, mais le peloton revient avec Quand je commente un sprint comme aujourd'hui, j'ai toujours peur de la chute. Il y a toujours une frayeur. Et c'est vrai qu'on a le cœur qui monte un petit peu. C'est quelque chose de très fort, de très court, intense à commenter. En même temps, on aura envie que ça dure longtemps parce qu'il y a un côté jouissif. Dernière obligation avant la fin de la journée, enregistrer pour Internet le résumé de l'étape. Car nouvelle technologie oblige, Daniel, la voix du Tour, peut désormais être entendue partout dans le monde. Reportage donc que nous devons à Antoine Laura et à son équipe sur le speaker du Tour de France, Daniel Mangeat. Jean-Claude Dreyfus, je voudrais qu'avant que l'on passe à table justement et qu'on parle un petit peu de gastronomie locale, je voudrais qu'on parle aussi de votre actualité. À mon actualité, oui, je viens de terminer 2 films qui vont sortir. Il y a le film de Bernard Rapp qui devrait sortir bientôt, Pinocchio avec les Américains. Je vais en commencer 2 autres. Et puis j'ai fait une mise en scène qui va très occupée donc actuellement. Qui va être à Paris au mois de septembre, mi-septembre. Spectacle donc à la rentrée à Paris. Pas de théâtre, mais c'est une mise en scène que j'ai fait avec 2 jeunes acteurs et qui sera dans un théâtre à Paris à l'Actéon. Voilà, une pièce de Brian Friel, un Irlandais, et une très jolie pièce. On n'en dit pas plus. C'est ma première mise en scène. Oui, c'était une première pour vous. Ouais, c'était formidable. Okay, de travailler avec on parlait deux acteurs. d'émotion de découverte tout à l'heure. Il doit y en avoir aussi une autre, la forme d'émotion. Non, le fait que ce soit votre première émotion. Ah oui, oui. Non, votre première vous savez, mise en scène. la mise en scène que j'ai fait avec vous ces me deux suivez jeunes... toujours, Jean-Claude? Oui, la mise en scène que j'ai faite, je l'ai fait comme un acteur en fait. Je l'ai pas fait comme les metteurs en scène avec qui j'ai travaillé. J'ai fait plus ça comme un acteur qui regarde les acteurs et qui leur montre les sentiments et qui leur demande de me donner une émotion moi et un renvoi. Jean-Claude, j'aurais maintenant vous présenter Monsieur Clavet. Monsieur Clavet, bonjour. Vous êtes restaurateur et on va parler de gastronomie et surtout de quelques spécialités bien spécifiques à Soissons et sa région. Hein. Voilà. On va commencer par le haricot de Soissons. Donc le haricot de Soissons qui est en légumes secs là devant avec un pavé de daguet. Vous l'avez remis au goût du jour? On l'a remis complètement au goût du jour. Il y a quelques années, on en trouvait pour ainsi dire plus. On a réussi même à avoir quelques cultivateurs qui veulent bien en replanter pour nous. Il est vraiment énorme. Hein. Moi, j'avais jamais vu des haricots aussi gros que ceux-là. Voilà, là, vous l'avez sec. Et là, vous l'avez une fois cuit et trempé. Donc c'est vrai qu'il faut le faire tremper assez longtemps et que la cuisson demande quand même beaucoup de temps. Alors c'est vrai que pour le mettre au goût du jour, maintenant, avec beaucoup de gens pressés, on a du mal à le faire. Et en plus, en fait, même en confiserie. En confiserie, il existe depuis le début du siècle. Vous avez même là la machine qui est originaire du début du siècle, qui est en bronze, qui appartient à un privé, M. Catrin. Et donc là, vous avez le haricot de Soissons remis avec un feuilleté de praliné. Un feuilleté de praliné. Voilà. Ça a l'air bien sympa. Monsieur Clavet, en tout cas, bravo. Donc là, il y a de quoi faire un déjeuner des plus agréables. Un petit peu de fromage aussi, spécialité de la région. Le maroilles et le fromage de brebis qui sont dans la région. Il y a de la confiture de lait qui est aussi de la région. Et vous avez donc le fameux champignon de Paris qui est beaucoup de sauce. Ok, merci beaucoup Monsieur Clavet. Vous avez malencontreusement certainement aperçu quelques bouteilles à consommer, bien sûr avec modération. Bon. Jean-Claude, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Hier, apparemment, vous avez vécu une belle journée. Aujourd'hui encore, on vivra une belle journée. Le départ à 11h50 dans quelques minutes. 4e étape qui part au lac de Madine, 232 km. Tous les rendez-vous de l'après-midi en attendant le Tour, le direct, le vélo club et le journal du Tour avec GG. Nous, on se retrouve demain avec Didier Gustin au lac de Madine en direct et on se quitte en musique avec des trompes de chasse. Ce sont les sonneurs du point. C'était speed la fin, mais c'était bien. Au revoir, merci, à demain.
France 3 vous a présenté Autour du Tour avec Bricomarché, les mousquetaires du bricolage. Et France Télécom, partenaire technique du Tour de France. Maintenant, et puisque nous étions avec Moncassin en jaune, eh bien on ne va pas le quitter, puisque Philippe Visserias et Frédéric Bonnet eh bien l'ont pisté toute la soirée. Vous allez pouvoir découvrir ce qui se passe lorsqu'on porte le maillot jaune. C'est une date importante, capitale dans l'existence d'un coureur cycliste. De grands coureurs comme Raymond Poulidor ne sont jamais parvenus à porter le maillot jaune. Frédéric Moncassin, lui, l'a gagné hier. Je vous rappelle donc que Philippe Visserias et Frédéric Bonnet l'ont suivi. Reportage. Aujourd'hui dans le peloton, Frédéric Moncassin ne passera pas inaperçu. Pour la première fois de sa vie, il va porter le maillot de leader du Tour. Ce matin au départ, c'est lui que tout le monde attendait. Ouais, mais ça va, ça fait plaisir. C'est vrai que j'ai réussi à attraper la petite seconde qui me manquait hier et bon, ça fait plaisir, c'est vrai. On va voir ce que ça donne. Un maillot conquis devant sa famille hier à Nogent-sur-Oise. Dans la foule des anonymes, il y avait sa femme Élodie et sa fille Capucine. Tout le monde nous disait qu'il pouvait prendre le maillot, mais on s'y attend pas, quoi. C'est fort. Après l'étape, retour à l'hôtel pour l'équipe Gann, la seule équipe française de niveau international. Et déjà, quelques admirateurs pour le nouveau leader du Tour de France. Merde, hein. Ce tour, il pouvait pas mieux commencer pour vous. Ben non, c'est vrai que là... Ouais. Là, c'est vrai que c'est super. Là, maillot jaune, une victoire d'étape, bon, je peux pas demander beaucoup mieux, quoi. C'est super. Faut le garder ce maillot-là, hein, il tient chaud, hein, parce qu'il va faire frais dans les Alpes. En quelques minutes, le maillot jaune va quitter les épaules de son propriétaire pour faire le tour de l'hôtel, histoire d'immortaliser cette soirée pas comme les autres. Un maillot jaune, c'est sublime, c'est une couleur soleil, c'est une vibration qui est très très forte. Une vibration, mais surtout une libération pour ce Toulousain de 28 ans qui jusqu'à présent n'avait jamais eu de chance dans le Tour de France. Il faut dire aussi que la première année que j'ai fait le Tour de France, je me fais battre par Abdou sur les Champs-Élysées, je fais 2. Dans la deuxième année, je devais faire le tour, je me casse la cheville sur le podium de présentation des équipes. L'an dernier, je tombe dans une descente de col. Et cette année, enfin, une victoire d'étape, un maillot jaune. Mais Frédéric sait qu'il devra abandonner bien vite la tête du classement général. Lui, le sprinter, aura du mal à suivre en montagne. Il savoure d'autant plus ce bonheur qu'il sait qu'il est éphémère. Voilà, le départ de l'étape a été donné il y a un petit peu plus d'une heure maintenant. Sans plus attendre, on va prendre des nouvelles. Tout en découvrant des images du départ, on va prendre des nouvelles en direct au téléphone avec Jean-René Godard. Jean-René, donc on se plaignait un peu des débuts d'étape tranquilles ces derniers jours. Là, ça attaque un petit peu plus. Et Moncassin, vous avez des indices, a décidé de défendre son maillot, Jean-René. Oui, effectivement, Patrick. Alors que le vent, et c'est important, ce sera important durant toute la journée, le vent souffle violemment latéralement. Dans la première heure, 29 km de parcouru. On s'est demandé à ce moment-là si le train allait être aussi lent qu'hier. Et puis, au 29e kilomètre, le premier sprint de bonification gagné par Svorada, 6 secondes de bonification. Deuxième, Moncassin, 4 secondes. Troisième, l'Italien Traversoni. Grâce à ces 4 secondes, Moncassin améliorait sa position au classement général. Il a maintenant 11 secondes d'avance sur Alex Zoul. Et juste après ce sprint de bonification, la première attaqueuse, à l'origine Jackie Durand. Dans le groupe de 10 coureurs, il y avait notamment le Oleb Chaparov ou encore Piotr ou Gromov. Ces 10 coureurs étaient repris 5 km plus loin et à ce moment-là se développait une nouvelle échappée, 5 hommes en tête qui passent. Donc ça bouge. Il possède, effectivement ça bouge. Nous sommes au 58e kilomètre et 5 coureurs, dont Stéphane Lelot et Piccoli, possèdent 2 minutes 40 secondes d'avance sur le peloton. Vous le voyez donc, Patrick, très bien, est animé. Merci avec Stéphane Lelot, donc que les supporters français reconnaîtront aisément du bord de la route. Voilà. Sport de Troyes, avec Bricomarché, les mousquetaires du bricolage. Et France Télécom, partenaire technique du Tour de France.
Bonjour, bienvenue dans En attendant le tour. Nous sommes aujourd'hui au cœur du parc régional de Lorraine, tout près du lac de Madine, exactement au lac de Madine. 1100 hectares de verdure, on y pratique la voile, la pêche, l'escalade, le VTT. C'est un lieu, Bernard, qui a connu le Tour de France en 1993 avec la victoire de Miguel Indurain, qui a connu 2 éditions, si mes souvenirs sont bons, du Grand Prix des Nations, un haut lieu du cyclisme en fait. Ah oui, c'est un haut lieu du cyclisme, mais vous avez dit qu'on y pratique la voile, et bien il y a du vent, encore du vent, toujours du vent. Il y a du vent qui ne sera pas forcément favorable pour les coureurs, mais grande joie aujourd'hui. Nous sommes partis sous le beau temps ce matin, une étape qui s'annonce un petit peu plus nerveuse que les jours précédents et nous nous en réjouissons. Nous y reviendrons tout à l'heure, évidemment au cours du direct. Pour l'heure, des invités, en particulier un invité de marque. Merci Roger Pingeon de nous avoir rejoints. Tiens, d'ailleurs, on ne va pas se priver tout à l'heure, on passera la rétro de 1967, je crois qu'elle vous concerne quand même directement. C'est moi qui vous remercie. Merci Roger de nous avoir rejoints. Tout de suite, l'image du jour. C'est du trampoline chaque matin au village départ avec Lionel Pioline, le frère de Cédric, Pascal Sony et Christophe Sapin, 3 internationaux dont un champion olympique de trampoline qui chaque matin nous font une démonstration de leur agilité. C'est beau non quand même pour commencer la journée. Quand on parle de Clovis, bah, je pense au roi des Francs parce que c'est la première fois que je rencontre Clovis. Alors je ne connaissais pas auparavant. Clovis a disparu en nous laissant entre autres l'anecdote du vase de Soissons. Plus de 1500 ans après, un autre Clovis rêve de coupe. Clovis Moinet, 72 ans, retraité de la SNCF et président de l'Union vélocipédique de Soissons depuis 1947. Une vie consacrée à l'organisation et à la direction technique de courses cyclistes. Alors Clovis, comment êtes-vous venu au vélo? Mon père en faisait bien avant-guerre, j'ai eu un frère qu'on a fait avant-guerre également, donc on est un petit peu... On a été versé là-dedans pratiquement depuis que je suis au monde, j'ai entendu parler de vélo, quoi. Alors c'est un petit peu par habitude, par raison familiale, quoi. C'est ça. Quand on suit son frère et tout, que le père vous emmène, bon, bah, on y prend goût, puis voilà. Et voilà, c'est aussi simple que cela. Et ça n'a pas changé, le fiston qui suit l'exemple du père ou du grand frère, on le rencontre encore aujourd'hui. Mais les techniques ont-elles évolué? C'était le lacet, nous. On en emportait toujours une paire en rab, parce que le dimanche, pour les courses cyclistes, c'était impossible de trouver une épicerie ou une mercerie ouverte dans les pays, hein. C'était pas possible. Et le pays, il le connaît, tenez, il joue même le rôle de professeur d'histoire. Une abbaye qui était réservée aux moines, hein. Alors naturellement, ça a été détruit en partie par la guerre de 14-18, hein. Et puis alors naturellement, une trentaine de courses organisées par saison, 30 cyclistes licenciés au club et quelques coureurs sortis du lot. Citons en exemple Stéphane Lache et Hubert Matisse. Alors, entraînement et dernier conseil avant la bataille que vont livrer ces jeunes contre le bitume entre Soissons et le lac de Madine. Il va faire d'Herlé, et on n'est pas peur de passer, hein. Faut pas que ça soit toujours les mêmes qui soient devant. Écoutons-le, ça peut toujours servir. Surtout, n'hésitez pas, quand vous avez dans ce relais ou n'importe, vous avez un petit coup de pompe, ne laissez pas faire le trou, passez votre tour à l'occasion de façon qu'il n'y ait pas d'à-coup. Puis n'accélérez pas quand vous prenez un relais, hein. Alors surtout, ne vous exposez pas au soleil, hein. Des fois, on vous voit balader sur la route en plein soleil. Je sais bien que le soleil, il y en a qui le supportent, mais d'autres pas. Et on risque l'insolation ou des trucs comme ça, et on est mal, on a des maux de tête. Alors surtout, hein, évitez, vous pouvez vous échauffer, mais à l'ombre ou n'importe, hein, les endroits ombragés. Et Clovis, lui, continuera de rêver à des coupes, des vases, des trophées, des médailles, des récompenses, des succès. Coupes, vases, trophées, médailles. C'est pas possible. Si j'avais 30 ans de moins, je viendrais avec vous dans un coffre de voiture
pour vous remonter tous là. Les motivés à bloc. Ah là là, ils sont super. Alors, Prudencio, bon tour à Paris. Je viendrai à Paris, avenue des Champs-Élysées, hein. Bientôt. Oh mon Dieu, monsieur. Oh non, coupez-moi ça. Et ce matin à 5 h, j'étais déjà debout pour arriver ici. Demain, je suis sur mes marchés, je vais vendre du poisson demain matin. Je vous assure que... On préfère être ici que de gagner 100 millions en loto. Ah oui, oui. Ah oui, bon, aujourd'hui, c'est le plus beau jour. Hein. Après mon mariage, bien sûr. Ça, c'était qu'un jour que ça a duré. Hein. Ça fait 30 ans que ça dure. Hein. Vous savez, à Marie, on se le tape 30 ans, tandis que ça, le tour, c'est qu'une fois. C'est une joie, c'est super. Oh non, monsieur, s'il vous plaît. Oh non, non, mais c'est pour vous dire que j'adore le vélo. Attention, ah, Miguel est là. Alors là, ça passe devant tout. Là. Oh, pardon, monsieur. Miguel à Paris, Miguel à Paris, Miguel à Paris. Miguel, faut pas être stressé, là, ça va aller, garçon. Oh non, monsieur. J'ai une photo dans mon journal avec Chirac, alors j'en ai avec Johnny Hallyday. Maintenant, si je suis avec le vélo, alors là, c'est fort. Hein, c'est fort. Oh non, monsieur, je vous en prie. Là, je suis contente. C'est le plus beau jour, c'est vrai, c'est formidable. Et je peux vous en montrer, hein, si vous voulez, quand vous voulez. Regardez. J'ai ici, regardez Johnny, j'ai toute l'équipe en Ramatuel. Hein. Johnny Hallyday? Oui, j'ai Johnny Hallyday. Regardez, et sa femme et Estelle et tout. Hein, ils ont posé pour moi. Hein, c'est pas des blagues. Regardez, Johnny avec son bateau. Le mariage d'Adeline, j'y étais. Johnny, Estelle et Johnny. Regardez Estelle. Et alors maintenant, je vais vous montrer David. Il a posé pour moi. Hein, c'est pas des blagues. Ils étaient à Ramatuel. Ça, c'est Bougno ici et toute l'équipe. Demain, bah, je montrerai à mes clientes. Je dirais, regardez, j'ai eu les grosses bises de Manjas. J'ai eu le G, Miguel Indurain, tout le monde. Vous voyez, il m'a dit la bacalao, il connaît donc le poisson, hein, monsieur Miguel Indurain, il mange du bon poisson. Alors à Paris, on fait rendez-vous à l'avenue des Champs-Élysées. Monsieur, merci beaucoup, vous êtes sympa. Je suis dans les Alpes les autres années, je suis dans les Pyrénées. Non, je peux pas, cette année, je peux pas. Je vais à Lourdes le 15 août parce que j'ai eu un miracle. Ma maman, elle a été sauvée, elle devait mourir, elle est du pays d'Abdou Japarov. Je suis d'origine ukrainienne et mon père est belge. Et donc j'ai dit que j'allais remercier la Vierge le 15 août. Vous avez du sang cycliste dans les veines. Oh, moi, je suis à bloc, hein, à bloc. Un que j'aime pas, c'est le blanc. Hein. J'aime pas les mecs qui vont dans des sectes. Hein. J'aime pas les sectes. Je suis pas pour la secte. Alors ça me plaît pas beaucoup parce que c'est le gars qui était champion. D'un seul coup, il part de chez Fessina. Allez hop, on t'embarque dans une secte. Alors là, je lui ai dit, t'es pas mort aujourd'hui? Je lui ai dit ce matin. Parce qu'en Hollande, t'es tombé sur la route, t'étais mort avec ta petite voix de nana. J'ai oh, qu'est-ce que j'ai pas dit là? Bon, je m'en vais maintenant parce que j'ai du travail qui m'attend. Non, monsieur, passez-moi pas ça à la télé, s'il vous plaît. Oh, écoutez, je suis confuse. Enfin, on verra sur le journal, c'est vrai? Non, monsieur. Pronostic que vous verrez tout à l'heure. J'y arrive, tout de suite le maillot jaune. Ouais. Voilà. Le plus longtemps possible, hein. Ouais, merci. J'attendais les Alpes pour attaquer, mais j'ai pu le prendre avant. C'était une chose importante. Le jaune ne lui a pas tourné la tête, en tout cas. Frédéric Moncassin n'a pas perdu son légendaire humour. Et il en faut pour un Français en jaune. Car croyez-moi, ce matin, au départ à Soissons, pour sa première journée en jaune, c'était impressionnant. Moi, je suis pilote. Oh, quand même. Un maillot jaune. Un Français dans une équipe française en plus qui gâte rien, hein, c'est très très bien, et puis surtout qu'il a certainement de la chance de le garder plusieurs jours son maillot, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sprinteurs qui peuvent le battre là, dans le classement général. C'est surtout des gens qui ne feront pas d'efforts pour le prendre immédiatement, je pense. C'est dur d'être un héros, dit la chanson, surtout un héros populaire comme le leader du Tour de France. Ce matin, en plus, les plus rapides de ses fans ont même pu le toucher, en tout cas entre deux petites interviews. Et pour la signature, c'est là? Ah, signature. Merci Stéphane. L'espace d'une journée, Frédéric Moncassin est devenu un héros national. Et il va se tourner vers vous. L'ovation à Frédéric Moncassin. C'est sympa, c'est un peu. Ça fout les mains, ça fout à bloc quoi, un peu. C'est vrai que tous les gens veulent un autographe, tous les journalistes veulent une interview, toutes les télés veulent une interview aussi, donc ça fait beaucoup de travail. Le Tour de France 96 aura eu en jaune un Toulousain rudement sympa, un acrobate du vélo. Des images qui, je vous rappelle, sont signées par Pierre Le Petit et Philippe Turpot sur les motos.
Ce peloton qui est parti ce matin avec un élément en moins, Bernard Thévenet. Oui, c'est Enrico Zaina qui a été contraint à l'abandon hier. Il avait récemment terminé de second du dernier Tour d'Italie, du dernier Giro. Et il était l'un des hommes forts de son équipe. Et puis, bien, il n'a pas pu aller plus loin. Il était tombé le premier jour, je crois. Et s'est certainement très mal remis de ses blessures. En tout cas, il était contraint à l'abandon hier. Un très nombreux public, bien sûr, est venu saluer le départ du Tour avec un lâcher de ballon. Depuis de toute façon, il y avait une très bonne ambiance ce matin sur cette ligne de départ. Il y en aura tout à l'heure beaucoup sur la ligne d'arrivée, car le public commence à nous rejoindre vraiment en nombre. Et on voit Frédéric Moncassin, bien entendu, monter en tête de ce peloton. Un peloton, Bernard, que nous avons vu après une dizaine de kilomètres de ce parcours. Un peloton décontracté où Richard Virenque nous a salué, où Frédéric Moncassin, bien sûr, était monté en tête de peloton pour montrer son beau maillot jaune. Vous retrouvez Bernard Thévenet, je vous autorise à nous quitter mon cher Bernard, vous retrouvez Bernard Thévenet, Patrick Chêne, Jean-René Godard, Jean-Paul Olivier, Régis Forissier, Jean-Marc Lénoré, toute l'équipe du Grand Direct pour l'étape du jour dans quelques instants. Il y aura tout de suite après le Vélo Club de Gérard Rolls avec les coureurs, les interviews, Claude Aymar sur la ligne, et puis bien entendu la même équipe ce soir pour le Journal du Tour. Nous aurons énormément de plaisir à vous retrouver demain pour un nouveau numéro. En attendant le Tour du côté de Besançon. Au revoir. Soissons dort encore, l'organisation peaufine les derniers détails et la maréchaussée termine sa chasse aux voitures ventouses. Lesquels vont partir? Celle-là et puis le camion. Et puis le camion? Ouais, ben, je vais t'y dire alors. Le camion, vous parlez camion blanc là-haut devant? Oui, c'est tout au bout. Et bien sûr, lorsque le Tour de France jette son dévolu sur une ville, ça chamboule un peu l'organisation. Certains Soissonnais ce matin ont dû changer leurs habitudes. Bonjour madame, qu'est-ce que vous pensez du Tour de France à Soissons? Oh, rien du tout. C'est-à-dire? Vous n'avez pas l'air très content? Bah non, regardez, je vais aller au pain en face, je ne vais même pas traverser. Bon, alors, à part ça, ça va, hein? Dans la rue principale, les commerçants se frottent déjà les mains et les magasins débordent largement sur les trottoirs. On en profite, hein? Il faut en profiter. C'est bien quand il y a des animations comme ça dans Soissons, ça fait, il y a du monde. Les aficionados, eux, sont déjà accrochés aux rambardes. Les premières loges se payent très cher, en patience. Bon, on est habitué, hein, on fait les Champs-Élysées, on fait tout, hein. Habitué. Vous êtes un fan de vélo? Non. Le plaisir de regarder une organisation, un système. C'est intéressant. C'est vrai, ça vous impressionne? Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail pour peu de temps. Mais le fin du fin, c'est quand même de pouvoir accéder au village. Pour ça, il faut avoir le badge adéquat, sésame, pour voir le meilleur grimpeur soigner son aérodynamisme au salon de coiffure ou encore admirer deux coureurs italiens pressés s'envoyer un café quelques minutes avant le départ. Lorsque la cloche sonne, c'est le signal, on ferme. À l'extérieur, c'est la bousculade chez les chasseurs d'autographes. Laurent Jalabert, je voudrais avoir. Où est-ce que tu vas la voir? Bah, je vais essayer d'aller à sa voiture. Ça fait combien de temps que tu es là? Bah, depuis ce matin à 9h. C'est bizarre, c'est pas comme à la télé quand on voit... Oh, c'est pas pareil, on préfère être à la télé quand même, regarder à la télé. Pourquoi? Parce qu'on voit mieux, il y a moins de monde. Sur la ligne de départ, c'est carrément l'hystérie. Certaines stars ont du mal à se frayer un chemin. Quand le drapeau s'abaisse, la foule n'attend pas que tout le peloton soit passé pour envahir la rue. Cela faisait 13 ans que le Tour de France n'était pas passé par Soissons. Cela valait bien. Sport 2-3 vous présente le Journal du Tour. Pour aller plus loin avec Itinéris, partenaire officiel. Et les supermarchés Champions, grand partenaire du Tour de France. Et on commence par l'image du jour, c'est la banlieue qui gagne. L'équipe d'Aubervilliers, l'une des plus petites équipes du Tour. On est en direct avec eux, ils sont loin de nous, ils sont à 50 km. Et c'est pour ça qu'éventuellement l'image saute un peu. Voilà.
Cyril Saugrin qui a gagné l'étape aujourd'hui, le Titi parisien Cyril Lamalis. On sera avec eux en direct à la fin. Rentrez vite, c'est chez vous. Regardez avec nous d'abord le résumé du tandem Contou-Belay. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, cette troisième étape, c'était presque les vacances de Monsieur Helot. Pendant 152 km, Stéphane Helot n'a pas relayé ses compagnons d'échappée. Mais à 42 km de l'arrivée, il a changé de tactique, il a roulé. Certes, il n'a pas gagné au lac de Madine. C'est le môme d'Aubert, Cyril Saugrin, qui a réglé Nélissen pour la victoire d'étape. Mais Stéphane Helot lui a fait l'affaire du jour. Il est devenu maillot jaune du Tour avec 4 minutes d'avance sur les favoris. Ça valait bien les bises de l'arrivée. Les bises de l'arrivée et le bisou du départ. Ce matin, Christophe Capel est en famille. C'est le Tour qui a le sourire, il fait beau. Il y a même Moncassin qui fait le clown. On verra tout à l'heure sa journée avec Thierry Adam. Bref, on sent qu'il y a de l'audace dans l'air. Je pense que le vent il va être un petit peu plus favorable, donc ça va être favorable aux échappées, il va y avoir plus d'attaques et les coureurs commencent à être un petit peu fatigués, donc ils vont peut-être laisser un plus aller et on va commencer plus à s'exprimer maintenant. Bravo Bruno Thibout, c'est exactement ce qu'il s'est passé sur les 132 km de cette troisième étape entre Soissons et le lac de Madine. À Madine, on attendait éventuellement Mario Cipollini. Mais après le premier sprint bonification, remporté par Zvorada devant Moncassin et Traversoni, on a compris, le feu d'artifice a débuté, le Tour avait des fourmis dans les pattes. Évidemment, le vélo, avec un vent presque favorable, c'est plus facile. Près de 44 km/h de moyenne dans la deuxième heure de course pour les coureurs du Tour. Et après toutes ces attaques, on retrouve 5 hommes en tête. En fait, le coup est parti au kilomètre 38. Et c'est Dany le fougueux qui allumait la mèche. Nélissen le généreux, l'homme qui attaque tous les jours. Et dans sa roue, Nélissen emmène du beau monde. Piccoli, 2 fois meilleur grimpeur du Tour d'Italie, Hermann, déjà vainqueur d'étape dans le Tour, Cyril Saugrin, le môme d'Aubervilliers, champion de France Espoir, et Stéphane Helot, le champion de France, seul homme à ne pas rouler. Les consignes, c'est les consignes qui avaient été données ce matin, à savoir qu'on protège le maillot jaune de Frédéric Moncassin pour l'instant. Et je vous dis, on verra par la suite lorsqu'on va s'approcher de l'arrivée. Et la belle échappée des 4 hommes va durer 194 km à travers la Champagne, l'Aisne et la Meuse. Cinq garçons dans le vent pour une chevauchée fantastique devant un peloton pointé à 17 minutes 20 après 111 km de course. Un peloton qui réagit en vélo quand on accélère dans le vent, il y a des bordures. L'avance est réduite, elle est tombée à 6 minutes 17. Mais devant, Monsieur Helot commence à pointer son nez, à se dire que ce 3 juillet c'est peut-être jour de fête. Alors à 42 km de l'arrivée, il ne joue plus les facteurs, il se décide à rouler. Quand on a vu que la situation était irréversible et que c'était sûr que j'allais prendre le maillot, bon, j'ai collaboré avec eux et, pour prendre ce maillot. Aux belles paroles, Cyril Saugrin lui préfère les actes. À 300 mètres de la ligne, le coureur d'Aubervilliers a démarré. Il a surpris tout le monde, maintenant il faut tenir. Et en costaud, il va tenir. Saugrin remporte cette belle étape devant Nélissen et Hermann. Quand j'ai démarré, j'ai surpris un petit peu tout le monde et j'ai réussi à prendre 15 mètres et c'était bien. Mais j'avais un petit peu trop gros, 53-11, ça faisait un peu gros dans le sprint, mais une fois que c'est parti, c'est parti. Une belle étape qui va mal se terminer. Zvorada chute et entraîne avec lui Laurent Brochard et Mauro Bettine. A priori, il devrait repartir demain. Victoire donc pour Cyril Saugrin devant Nélissen et Hermann qui ont terminé avec 4 minutes 33 d'avance sur le peloton. Nélissen, lui, repartira demain avec le maillot à pois. Au général, Stéphane Helot possède 22 secondes d'avance sur Piccoli, 4 minutes sur les autres favoris. Aujourd'hui, le lac de Madine nous a livré un joli scénario, mais que la fin du film était triste pour le pauvre Jan Zvorada. Ce matin, Frédéric Moncassin s'est réveillé en jaune et en se disant
que l'Oise était devenu son département porte-bonheur. Il y a trouvé sa femme et enfilé ce maillot si différent. Très sollicité depuis la veille au soir, il n'a pas encore eu le temps de vraiment apprécier. Ben, ça fait plaisir, évidemment. Porter le maillot jaune dans le Tour de France, c'est quand même quelque chose. Donc, je ne peux pas mesurer encore les retombées, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de coups de téléphone et ça fait plaisir. Pour autant, il n'a pas encore perdu son sourire, car c'est un vrai comique. Le Toulousain est devenu en quelques heures une célébrité, et ce midi à Soissons, on s'est bousculé pour l'approcher, parfois même le toucher. Un Français en jaune, qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, c'est très bien, c'est très bien. Surtout un Français dans une équipe française en plus qui gâte rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est bien. Vous avez même fait un raté. Excusez madame, mais il est très demandé, à tel point qu'il a failli arriver en retard. Il est allé à la signature au sprint, c'est sa spécialité. Il a tout juste eu le temps d'embrasser Capucine et madame. Pour être tranquille avec lui, c'était pas du tout le beau jour, mais c'était un jour super puisque c'était à domicile, on y était toutes les deux, c'était formidable. Finalement, Frédéric Moncassin n'aura passé qu'une journée en jaune, presque suffisante à son bonheur. D'autant qu'au lac de Madine, il a transformé le jaune en vert et s'est consolé en apprenant que le nouveau leader était son copain Stéphane Helot. Ça reste dans la maison. Bernard Hinault et Daniel Manjas près du buffet au centre du village, merci. Sur le tour, il y a un paradis, un pays béni qui rime avec VIP. Les gens qui viennent au village sont plutôt des gens privilégiés, il faut un badge pour venir, pour une carte. Star d'un jour ou star toujours? Au village départ, les cyclistes reposés côtoient la presse et les privilégiés. Il y a ceux qui invitent et ceux qui en profitent. Monsieur est servi. Merci. C'est gratuit le croissant aussi? Ah bah bien sûr, c'est offert. C'est un plaisir, c'est fait pour ça. Est-ce que je peux avoir des journaux gratuitement ici? Qu'est-ce que vous voulez comme journaux? Dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Tout. L'équipe, Libération, aujourd'hui, l'Humanité. Loin du monde du village départ, il y a un autre univers tout à fait différent à découvrir. Alors je vous propose une téléportation dans l'espace-temps. Nous sommes 250 km plus loin, autre village, celui de l'arrivée, autre ambiance. L'envers du décor, l'univers de ceux qui diffusent la course et ses records. Ici, pour l'intendance, c'est le système D. Il y a un mec qui récupère l'argent et puis avec la somme d'argent, il fait les courses et puis après, bon ben... On a le résultat, on est content de soi-même ou pas? C'est tout. Ça rappelle le camping à Palavas? Oh mon Dieu, ah oui, c'est vrai, oui. Et puis j'y vais encore cette année. C'est quoi dans les cabines ici? Douche. Avec de l'eau chaude? Ouais. Des centaines d'hommes, des kilomètres de câbles, c'est l'histoire parallèle du Tour et le tour d'une histoire entre village départ et village arrivée. Bon, avant que l'orage n'arrive ici sur le lac de Madine, on rejoint maintenant l'équipe d'Aubervilliers, les heureux du jour. Claude, vous êtes avec eux en direct. Attention, on revient là. Oui, effectivement, on est avec toute l'équipe, mais il est là, Cyril, avec les cheveux tout mouillés, plein de champagne. Vous avez revu les images, tout le monde vous a félicité. Là, vous réalisez, ça y est? Bah ouais, je commence à réaliser tout doucement. Je pense que demain, je devrais réaliser encore un peu mieux. Dis donc, ce sprint, vous l'avez bien lancé, là, comme un vieux briscard. Pourtant, c'est votre premier tour. Premier tour, mais c'est pas le premier sprint. Je crois que des arrivées, j'en ai eu pas mal déjà. Bon, bah, je me sens assez à l'aise quand je fais une arrivée un petit comité comme ça. Quand on est 5-6, je suis assez confiant. Bon, bah, j'ai bien géré mon sprint. J'aurais pu me louper, mais je me suis pas loupé. Bah non, et pour la plus grande jeu de tout le monde, là, allez, on l'applaudit un petit peu, tiens. Alors, on va aller voir Stéphane. Dites-nous, Stéphane, une victoire d'étape pour une petite équipe de banlieue, c'est quand même pas mal. C'est surtout inespéré. Bon, c'est vrai qu'on était là surtout pour découvrir le Tour de France. Et puis bon, bah, depuis le début du Tour, on arrive à faire une belle entrée médiatique et sportive. Et c'est ça qui est fabuleux, quoi. Et pendant 200 km, vous avez fait des prières dans votre voiture? Surtout les 25 derniers kilomètres. Alors, Cyril, Claude, on revient sur vous. Claude, vous allez bien dormir? Je pense avec la fatigue, ouais, ça devrait se passer correctement, mais ils me disent tous non. Non, j'espère, je vais bien dormir. Claude, Bourgui à côté. Oui, Claude Gérard. Claude, juste une question. Oui, Gérard. On dit d'Indurain, son salaire, c'est 1,2 million par mois. Le salaire de Cyril Saugrain, c'est combien?
On termine avec ça. Je vais lui poser la question. Alors, Cyril, on dit que le salaire de Miguel Indurain, c'est 1,2 million par mois. C'est à peu près le vôtre ou non? Quel est votre salaire, vous? 1 million. 1 million par mois. Je gagnais un petit peu moins que Miguel quand même. Ouais. 10 000 francs. Mais je m'en porte pas plus mal. Hein. Voilà Gérard, vous savez tout. Allez, demain c'est la 5e étape et ce sera une symphonie de paysages entre la Meuse et le Doubs, c'est-à-dire entre le lac de Madine et Besançon. Salut, à demain pour les directs et pour les résumés. Sport de Troyes vous a présenté le journal du Tour pour aller plus loin avec Itinéris, partenaire officiel. Et les supermarchés Champion, partenaires du maillot du meilleur grimpeur. Difficile de battre un champion. Après-midi plutôt agité dans le centre-ville d'Amiens aujourd'hui. Pendant 2 bonnes heures, un petit millier de lycéens et les CRS ont joué au chat et à la souris. Pourtant, la journée avait commencé dans le calme. Ce matin, vers 10 h, 600 jeunes amiénois ont manifesté devant le conseil régional. Un peu plus tard, le rectorat a accepté d'écouter les revendications des lycéens, mais la délégation est ressortie sans grands espoirs. Sur les locaux, on nous a dit ah non, c'est pas nous, c'est le conseil régional. Après, on a évoqué les problèmes de communication intrascolaire. Et là, on va essayer, ils vont essayer de faire quelque chose pour nous. Après, donc on a fini par parler des problèmes de classes surchargées et des emplois du temps mal répartis. Et là, on nous a dit ah non, alors là, sont les proviseurs des lycées et on peut absolument rien faire. Agacés par les débordements d'hier, des lycéens se sont portés volontaires pour assurer un service d'ordre. Leur but, éviter l'amalgame lycéen égale casseur. Mais en début d'après-midi, une centaine de jeunes débarquent de Creil ou montent à terre. Si beaucoup sont à Amiens pour manifester, d'autres ne sont là que pour casser. Très vite, le service d'ordre lycéen est dépassé. Il y a des personnes qui sont venues de l'extérieur, qui sont venues de Creil, qui sont venues de Compiègne ou quoi que ce soit, et ne sont pas venues là pour casser. Donc on ne sait pas comment on peut faire un tri. On ne sait pas comment on peut faire un tri, mais ça serait bien que les gens réfléchissent que si on casse, tout va nous retomber dessus. Vers 15 h 30, devant les charges des CRS, beaucoup de lycéens ont choisi de rentrer dans leur établissement, laissant les casseurs seuls en démêlés avec les forces de l'ordre. Mis à part la dégradation d'une vingtaine de voitures, peu de dégâts ont été relevés à Amiens. En revanche, 8 personnes ont été interpellées. L'une d'entre elles portait un couteau à cran d'arrêt et une autre des objets incendiaires. Midi, c'est environ 1000 lycéens qui sont descendus dans les rues de Beauvais. Ils se sont d'abord rendus à l'inspection académique de l'Oise. Une délégation a été reçue. Ils ont ensuite rejoint la place de la mairie. Les lycéens avaient mis en place un service d'ordre pour canaliser les troupes. Les forces de police étaient omniprésentes. La manifestation s'est déroulée sans incident notable. Au lycée Mireille Grenet de Compiègne, les professeurs